dans ce Culture Mag, votre journal des arts et des spectacles. Aujourd'hui, nous allons aller au Caire, où la célèbre galerie Armart organise sa 3e Biennale d'art, en mettant en relation de jeunes artistes et des acheteurs potentiels. Armart, en 3 ans, a favorisé l'émergence d'une nouvelle scène d'art contemporain égyptien. De l'art visuel encore dans ce journal avec la 14e Biennale d'architecture qui se tient en ce moment à Venise. Nous ferons un focus particulier sur le pavillon israélien et nous recevons en marge de cette biennale un éditeur de beaux livres. Son sujet, c'est l'art contemporain. Et puis enfin, nous irons dans le camion de la mode, grande taille ou petit prix. On y trouve de tout. Aux États-Unis, dans la banlieue de Washington, ces camions de la mode rapprochent la population des podiums. Voilà pour le sommaire. Merci de nous être fidèles chaque jour. Notre invité est là, Jan Sternenhal. Bonjour, nous allons parler architecture et art moderne avec vous. Mais en attendant, c'est le suspense. À l'heure où nous avons préparé cette émission, le verdict n'était pas encore tombé. En France, la célèbre grotte Chauvet est candidate pour son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette grotte a de solides concurrentes contre elle, mais elle abrite l'un des plus beaux trésors de l'art préhistorique. La grotte Chauvet est vieille de plus de 36 000 ans. Elle a été découverte en 1994. Elle est en Ardèche et renferme les toutes premières représentations de la préhistoire, des joyaux, 435 dessins montrant 14 espèces d'animaux. Et de la préhistoire en France, nous passons directement à l'art contemporain en Égypte. C'est le miracle de la télévision. Ça se passe au Caire. C'est avec la célèbre galerie Armart qui organise sa 3e biennale avec toujours le même objectif, mettre directement en relation les jeunes artistes égyptiens avec les acheteurs. Le récit Charlotte Attal. Pour la 3e fois depuis 2012, la plus grande galerie d'art en ligne d'Égypte, Armart, organise une exposition qui mêle de jeunes artistes à des peintres de renom. Un rendez-vous culturel qui permet de promouvoir ces jeunes talents et de les faire connaître auprès d'amateurs et de professionnels du métier. Ibrahim Al-Tambouli, célèbre peintre égyptien, fait partie du projet. L'exposition lui a permis de rencontrer des acheteurs potentiels, mais surtout de découvrir l'art de ces jeunes talents. C'est le but d'Armart. Nous sommes très heureux avec le groupe Armart parce que l'écart entre le public et l'artiste était immense. Il y avait un énorme fossé entre les jeunes artistes et la société créative. Armart a joué un rôle de pionnier et c'est pourquoi nous sommes heureux. Allant de l'art contemporain au pop art en passant par des travaux multimédia, l'exposition mélange la culture égyptienne populaire à l'art moderne. La galerie, qui héberge plus de 500 œuvres, a pour objectif de créer un forum autour de ces jeunes artistes exposés et pour les amateurs d'art, d'avoir une chance de les rencontrer et de suivre leur progrès en ligne. C'est une chance énorme d'être au milieu d'un groupe d'artistes de renom, de conserver et d'observer le travail de chacun. C'est une bonne chose, j'espère que ça va se répartir dans toute l'Égypte où plusieurs générations sont en mesure de présenter leurs œuvres ensemble. Le mot d'ordre de ce projet est respecter, ne pas limiter l'art à quelques privilégiés et offrir un regard ouvert et large à l'art égyptien d'aujourd'hui. Voilà, Jan Sternenhal est avec nous, merci. Vous êtes ce qu'on appelle un éditeur de beaux livres, ces fameux jolis livres qu'on a sur les tables dans notre salon. Alors j'avoue, j'ai pas réussi à vous localiser. Vous vivez à New York, vous parlez très bien français, vous avez vécu à Montréal et vous publiez des beaux livres, notamment sur l'art israélien. Et en marge de la 14e Biennale d'architecture à Venise, vous avez publié ce livre qui est très beau, qui s'appelle The Herb. Je voudrais savoir le lien entre ce livre et la Biennale d'architecture et le pavillon israélien à Venise. Oui. En fait, moi, j'ai commencé une maison d'édition avant 3 ans et normalement, je travaille avec des artistes et des institutions pour les aider à traduire leur travail dans un format de livre. Alors, moi, j'ai travaillé avec le Biennale de cette année, avec les commissaires, pour publier le livre The Herb. Et le Herb, c'est un néologisme qui parle des environs qui sont ni urbains ni sauvages. Et ça parle un peu du, comment est-ce qu'on dit en français, urban sprawl. C'est ce qui est le cas de beaucoup des régions en Israël, en fait. C'est-à-dire quoi, l'espace urbain? C'est comme l'étalement urbain.
L'élargissement, oui, le grignotage de l'urbain sur... Si par exemple vous prenez le train de Tel Aviv à Haïfa, vous allez voir que ça paraît comme une ville qui continue sans cesse. Alors ça parle un peu de ce phénomène. Alors Yann, vous avez été bien évidemment à la Biennale à Venise. Comment est, on a vu quelques images, comment est le pavillon israélien? Qu'est-ce que le pavillon israélien présente cette année? Le pavillon israélien est très distingué des autres pavillons cette année parce que d'habitude, ce qu'on voit, c'est des expositions beaucoup sur la recherche. Ce que vous voyez ici, les commissaires ont décidé de enlever toute la recherche du sable même pour mettre dans le livre. Et ils ont construit ces énormes imprimantes avec du sable qui est amené du Ramon Crater. Alors c'est une sable assez riche en minéraux. Et les imprimantes, en fait, ils tracent les plans au niveau du pays, des villes et des bâtiments eux-mêmes, qui racontent l'histoire de 100 années de développement architecturel en Israël. Yann, vous êtes tout jeune et vous avez une maison d'édition qui porte votre nom. Qu'est-ce qui justifie, à l'heure où l'édition traverse une crise économique, qu'est-ce qui justifie pour vous le fait de faire un beau livre? Ça coûte de l'argent de faire des beaux livres. Oui, c'est vrai. Moi j'adore les livres en général. Et en fait, comme mon formation est en philosophie, beaux-arts, alors le fait de construire un livre, comme c'était une manière pour moi de mettre tous mes intérêts dans une activité. Et je pense que c'est aussi un domaine qui est en train de changer. Je trouve qu'avec les médias aujourd'hui, tout est réduit à des soundbites. Et ce que j'adore avec les livres, c'est ça nous donne le temps d'être tranquille, de se poser et d'aller plus profondément dans des sujets politiques, philosophes. Alors, justement, avec The Herb, vous avez un petit peu élargi votre champ d'action. C'est plus l'art contemporain, c'est l'architecture. On avait reçu Ilan Pivko, le célèbre architecte israélien. Il avait dit, en parlant de l'architecture en Israël, il y a tout à faire dans ce pays parce qu'il n'y a pas d'architecture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce statement? Alors, moi, je voulais juste dire les commissaires. Ils s'appellent Roy Brandt, Oris Yalom, Idit Kovski et Keren Yala Golan. Et je pense qu'en fait, exactement de ce phénomène dont Pivko parle, le fait qu'Israël est un jeune pays, ça joue beaucoup dans cette exhibition. Le fait, quand tu vois la machine qui imprime tous les plans, c'est un peu comme si le gouvernement aborde le landscape comme si c'était un tabula rasa où ils pouvaient juste inscrire ce qu'ils voulaient. Et je pense qu'Israël, comme c'est un jeune pays qui trouve son identité un peu en rejetant d'autres, ça joue vachement dans l'évolution urbaine des villes en Israël. Je n'ai pas compris en quoi Israël rejetait les autres. Je ne comprends pas. Si tu regardes par exemple les images qu'on voit aujourd'hui, il y a toujours un phénomène. En 1951, tu avais Ariel Sharon qui était pris en charge de faire un master plan pour tout le pays. Il a décidé de construire 20 nouvelles villes. Et on voit en Israël une obsession avec les nouvelles villes. Et les nouvelles villes sont souvent découpées des centres urbains, fait que souvent ils deviennent des villes un peu pauvres avec une manque d'opportunités. Les gens ils partent, c'est un peu une faillite, mais l'État continue à construire toujours des nouvelles villes. Oui, mais après les villes grandissent. Prenons Beersheba, il y a une vingtaine d'années, ce n'était pas grand-chose dans le sud d'Israël et c'est devenu maintenant une ville florissante. C'est aussi ça le progrès. Oui, mais en même temps, on a des villes comme Kiryat Gat et les villes du périphérie où on voit surtout au début des années 50, souvent, les Juifs qui venaient des pays arabes étaient envoyés vivre dans ces endroits où ils avaient moins d'opportunités. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans le livre, c'est qu'on a invité des écrivains comme Amos Oz et Al-Sagi Bizawi pour raconter un peu l'histoire de comment est-ce que les gens ils vivent face à cette conception de modernité. Comme on a dit avant, le Biennale cette année, ça part de modernisme en général. C'est Koulas qui a décidé ça. Merci beaucoup Yann Serral. Je répète le titre de votre livre, The Herb, qu'on retrouve Stern Hall, qu'on le retrouve dans votre maison d'édition. Voilà, il est publié donc dans votre maison d'édition. Le MoMA à New York, j'imagine que vous connaissez, c'est un signe des temps, le grand mix aujourd'hui entre l'art, l'architecture, la musique. Eh bien, le célèbre musée new-yorkais vient d'annoncer qu'il allait préparer une grande rétrospective consacrée au travail de l'artiste Björk. Art, musique, cinéma. Le MoMA reviendra sur ses 20 années de création expérimentale. L'exposition Björk va ouvrir l'an prochain, en mars. Björk est la compagne de Matthew Barney, l'exposition risque de décoiffer. Voilà, d'autres expositions, d'autres idées de sortie, ce sont les highlights. Juste après, la mode en camion au service de tous, ça se passe aux États-Unis.
À Tel Aviv, grande rétrospective Vic Muniz. Le musée d'art revient sur les 25 ans de carrière de cet artiste brésilien que le grand public avait découvert entre autres en 2010 grâce à Wasteland, un documentaire qui le suivait dans sa démarche artistique dans une décharge. Cet artiste magicien transforme n'importe quel matériau en médium artistique. La preuve, c'est au musée d'art de Tel Aviv jusqu'au 2 août. Expo Olive et Tom à Tokyo, en pleine Coupe du Monde au Brésil. Les légendaires personnages de ce manga phare des années 80 sont l'attraction du musée du parc de Ueno depuis le 14 juin. Plaquettes originales, illustrations géantes, reproductions grandeur nature, il y en a assez pour satisfaire tous les fans de ces rois du football. Olive et Tom sous toutes les coutures, c'est jusqu'au 6 juillet. Liu Fan, exposé au château de Versailles, l'artiste de 77 ans a installé 10 de ses œuvres monumentales dans les jardins du château. Une grande arche métallique de 12 mètres de haut, des pierres comme tombées du ciel, des pièces que le Sud-Coréen a spécialement créées pour l'occasion. Adepte de l'art minimaliste, le Sud-Coréen a pour matière de prédilection la pierre et le métal. Découvrez ces matières premières sublimées, vous avez jusqu'au 2 novembre. On connaît la mode sur podium, la mode en ligne, la mode en boutique, la mode en vente privée, la mode d'occasion. Voici la mode en camion. Dans la banlieue de Washington, des camions très spéciaux vont à la rencontre des clientes petit prix ou taille XXL. Il y a tout pour elles, c'est le reportage et il est signé Roger Fima. Tous les midis dans cette banlieue de Washington, des dizaines de camions ambulants proposent soupe et sandwich. Garée juste à côté, Lia propose elle des achats d'un tout autre genre. Écharpes, t-shirts ou shorts, voici les articles en vente à Street Boutique. J'ai une sélection assez pointue. Et puis je peux vous informer sur les marques, les tailles. Vous conseiller un article qui ira mieux avec votre silhouette. La plupart du temps, j'aide les clients à faire leur choix parmi les articles. Surfant sur la popularité des camions-restaurants, ces enseignes de mode sur 4 roues ont vu le jour en 2010. Aujourd'hui, il y en aurait entre 3 et 400 dans tout le pays. Lia rêvait d'ouvrir son propre magasin, mais avec la flambée des prix immobiliers à Washington, elle s'est vite aperçue qu'acheter un camion était bien plus rentable. J'avais un seul ventre avant, mais il se sentait seul, alors j'en ai ajouté 2 autres. Même constat pour Donna Hunley. Son fashion truck, un ancien fourgon de livraison acheté $2200, est spécialisé dans les grandes tailles. Les boutiques pour rente se ressemblent toutes. C'est toujours des robes à fleurs et je ne sais pas pourquoi ils veulent tout le temps nous mettre en léopard. Donc je tire une certaine fierté à trouver des articles de qualité. Des pièces qui peuvent atteindre les $160, mais les clients sont bien au rendez-vous. Donna travaille à mi-temps et pour l'instant son compte est encore dans le rouge. Mais elle espère dégager ses premiers bénéfices avant la fin de l'année. J'adore, c'est une bonne idée, très pratique. En plus, elle a vraiment de super articles. L'idée est vraiment géniale. Même si la réglementation reste floue et diffère dans chaque État, les fashion trucks séduisent de plus en plus. Une bonne nouvelle pour Donna, qui compte bien un jour mettre un deuxième camion en circulation. Et nous retrouvons maintenant notre chronique cinéma avec vous, Laetitia Loreni. Bonjour, on part avec vous en Hollande, à Amsterdam, très exactement, parce que le musée Eye, qui ne se consacre qu'au cinéma, consacre une expo grandiose à David Cronenberg. Tout à fait, du 22 juin au 14 septembre. C'est donc une espèce de rétrospective sur le travail de David Cronenberg. Ça va nous permettre d'explorer son univers très spécial à travers les thèmes phares de David Cronenberg, de ses films, la transformation physique et psychologique des personnages. Alors pour la première fois, il y aura une série d'objets bizarres et assez fascinants qui sont tirés de ces films et qui seront exposés aux côtés d'images, d'archives et puis d'œuvres d'art et de travaux que David Cronenberg a fait en préparation de ces films. On voit l'affiche là, elle est déjà très inquiétante. C'est extrait du film Fausse ambiance. Il y a les objets du film. Voilà, et c'est là où on retrouvait David Cronenberg en acteur, puisqu'il n'est pas seulement réalisateur, il produit, il écrit, il réalise et joue dans ses films. Il est quoi ce David Cronenberg? C'est un psychopathe, c'est un fou, c'est un génie? Alors selon moi et selon beaucoup de monde, c'est un génie. Alors, c'est un réalisateur canadien qui a été élevé dans le judaïsme et qui est passionné par la
par la psychanalyse. Il a fait ses débuts dans l'horreur, dans le film d'horreur, dans le fantastique, dans la science-fiction. Et c'est lui qui est à l'origine du mouvement du body horror. En anglais, c'est difficile à traduire l'horreur à travers le corps. C'est quelqu'un qui est obsédé par l'opposition du corps contre l'esprit et la réalité contre l'illusion. C'est très présent dans ses films. C'est un cinéma qui est très influencé par la psychanalyse. C'est un cinéma extrêmement dérangeant qui fait parfois se mordre et se grincer les dents. Ça a été dans ses premiers travaux très difficile à regarder. Puis c'est devenu un peu plus grand public avec La Mouche, mais toujours très obsédé par la mutation du corps, la relation entre l'esprit et le corps. Et puis tout dernièrement, puisque c'est l'actualité, Maps de Star qui était au Festival de Cannes et dont Julianne Moore a reçu le prix d'interprétation féminine pour un rôle qui est certainement le rôle de sa carrière, d'une actrice complètement déjantée, pas du tout en accord avec la réalité. Une nouvelle fois, on retrouve la réalité contre la fiction. Oui, enfin, c'était avec moins de transformation sur le corps pour ce film. C'est-à-dire qu'après les années 90, il est rentré dans quelque chose de beaucoup plus psychologique, la transformation psychologique et l'influence des technologies sur le corps humain et sur la société. Merci Laetitia, vous nous avez fait frissonner. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue. Merci de votre fidélité au Culture Mag.